La République démocratique du Congo, notre pays, se trouve dans un état très critique. Nous sommes un pays potentiellement très riche avec beaucoup de ressources naturelles. Avec ces ressources naturelles, on devait être très avancé sur le plan de développement. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? 85% de la population active de la RDC se trouve au chômage. Nous sommes classés comme un des pays les plus pauvres de la planète. Sur 226 pays, la RDC est classée 224e lorsqu'on utilise comme critère le produit intérieur brut par habitant. C'est un classement qui est fait par des organisations internationales. Au-delà de cela, je peux dire que la monnaie congolaise, qui est le reflet de l'économie congolaise, la monnaie congolaise ne vaut absolument rien aujourd'hui. Lorsqu'on avait introduit le franc congolais en 1997-98, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar. Aujourd'hui, un franc congolais achète 0 cents d'un dollar. Ça veut dire que la monnaie ne vaut absolument rien. Conséquence, la dollarisation, elle est totale. Nous connaissons que l'environnement des affaires, il est nauséabond. Les classements qui sont faits par des organisations internationales mettent le Congo parmi les pires destinations des investissements, non pas simplement en Afrique, mais également à travers le monde. Vous allez dans les pays limitrophes. Je viens de rentrer de l'Angola il n'y a pas longtemps. Vous trouvez des Congolais qui sont littéralement clochardisés, qui ont fui l'insécurité en RDC et qui sont allés se réfugier dans les pays limitrophes. Le Congo va très mal, l'avenir est préoccupant, mais il peut être meilleur. Si nous arrivons à saisir l'opportunité des élections qui vont venir le 23 décembre 2018 pour nous doter d'un leadership qui nous a fait défaut jusqu'à présent. Je souhaiterais inviter le peuple congolais à doter la République démocratique du Congo d'un leadership éduqué, expérimenté, intègre, visionnaire, capable de pouvoir mobiliser toute la population congolaise, mobiliser toute la population dans la diaspora, mobiliser toute la communauté congolaise pour remettre le Congo sur les rails. Vous savez que d'abord, j'ai toute une histoire qui est liée à l'histoire de notre pays. Je suis venu à Kinshasa en provenance du Kasaï, où j'étais né, où j'ai grandi jusqu'à la fin de l'école secondaire, pour aller à l'université. Et le gouvernement de la RDC m'avait donné une bourse pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à obtenir mon doctorat à l'université de Paris 9 Dauphine. Une fois que j'ai terminé, j'ai travaillé dans les banques commerciales, les banques d'investissement à New York, pendant 10 ans, avant d'aller à la Banque mondiale pendant 28 ans. Je me suis occupé du développement de plusieurs pays. J'ai développé des pays africains. Je peux vous donner quelques exemples. Les îles du Cap-Vert, un petit pays en Afrique de l'Ouest, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le produit intérieur brut par habitant était de 170 $. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le PIB par habitant du Cap-Vert est de 6 900 $, littéralement 7 000 $. C'est-à-dire que les Cap-Verdiens sont sortis du groupe de pays très pauvres pour devenir pays émergents avec leur population qui vit beaucoup mieux que la population congolaise. Je peux donner plusieurs exemples de ce genre parce que j'ai travaillé sur près de 85 pays différents. Utilisant cette expérience, j'ai pensé qu'il faudrait que je revienne dans mon pays où le leadership a été défaillant pour améliorer la qualité du leadership, ramener une vision qui peut mobiliser tous les Congolais pour que nous puissions nous développer et créer de bonnes conditions de vie pour tout le monde. Je suis conscient que l'éducation congolaise est aujourd'hui en dessous de la moyenne. Nous avons des étudiants qui sortent des universités, mais qui ne savent ni lire ni écrire correctement et qui ne sont pas bons sur le marché du travail. Nous allons pouvoir investir massivement dans l'éducation parce que je suis d'ailleurs le produit de cela. Le gouvernement de la RDC avait investi en moi en me donnant une bourse d'études pour que je puisse devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce que nous allons faire pour créer de bonnes conditions pour tout le monde, pour que tout le monde puisse étudier. Un, nous allons rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit. C'est-à-dire que dans toutes les écoles publiques, la gratuité sera effective. Deux, une fois que les enfants terminent l'école secondaire et qu'ils vont à l'université, on va leur donner des moyens pour qu'ils puissent étudier correctement. C'est-à-dire leur donner des bourses d'études, leur donner l'assistance financière à travers les universités, même les universités publiques, parce que le gouvernement pourra travailler avec les établissements universitaires et d'instituts supérieurs pour pouvoir leur donner certaines ressources qui pourraient être mises à la disposition donc, des étudiants pour les aider. Mais au-delà de cela, nous allons aussi introduire une innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est que nous allons donner ce que j'appelle donc des prêts aux étudiants. Les étudiants qui arrivent en dernière année, qui sont incapables de pouvoir se supporter pour terminer donc les mémoires ou terminer les travaux de fin d'études, il peut y avoir des banques commerciales qui vont leur donner des crédits, mais ces crédits seraient remboursables une fois qu'ils ont terminé les études et qu'ils ont trouvé du travail. Mais les banques vont se faire garantir ces prêts
par le gouvernement. Au-delà de cela, nous allons améliorer la qualité de l'enseignement, d'abord en réhabilitant les établissements, les bâtiments dans lesquels les étudiants étudient. J'ai visité tout récemment le campus de Kinshasa. J'étais écœuré de trouver que les étudiants étudient dans ces conditions. Vous allez dans les toilettes, vous ne pouvez pas y entrer. Alors, je pense que nous allons réhabiliter tous les établissements scolaires et universitaires existants, construire de nouvelles infrastructures. Pourquoi? Parce que certains des établissements étaient construits à l'époque coloniale. Par exemple, quand vous allez au campus de Kinshasa, j'ai vu la faculté des sciences économiques. L'amphithéâtre qui était supposé abriter 50 étudiants, aujourd'hui a 1500 étudiants. Ce n'est pas possible d'étudier dans ces conditions-là. Nous allons donc réhabiliter les bâtiments, nous allons pouvoir mettre les professeurs et les assistants et le personnel administratif dans des programmes de formation pour qu'ils puissent se mettre à jour, et nous allons augmenter le salaire de tout le monde au niveau du salaire minimum garanti pour que nous puissions retenir des meilleurs éléments au niveau de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, on forme des gens, quand ils commencent à travailler, ils trouvent des opportunités pour aller travailler en Afrique du Sud ou dans d'autres pays, ils quittent le Congo. Nous allons créer de bonnes conditions ici pour attirer aussi donc les meilleurs pour qu'ils puissent venir contribuer à l'amélioration du système d'enseignement dans le pays. Le plan que je propose au peuple congolais, qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, je l'ai conçu de ma propre main. Je l'ai conçu avec la participation de beaucoup de nos compatriotes qui ont donné de contributions aussi. Et une fois que nous avons conçu le plan, d'abord, il est conçu comment? On a tenu compte donc des données réelles du terrain. Je suis venu ici en RDC plusieurs fois. J'ai fait le tour de plusieurs provinces donc de la RDC. J'ai rencontré les syndicalistes, j'ai rencontré les enseignants, les étudiants, des journalistes, des professionnels dans tous les secteurs, des médecins, des ingénieurs. J'ai collecté des informations utilisant mon expertise, parce que c'est ça que je fais pour vivre au niveau de la Banque mondiale. Utilisant mon expertise, j'ai conçu ce plan avec la collaboration de beaucoup de nos compatriotes, et nous pensons qu'il est tout à fait réaliste. Pourquoi? Parce que je l'ai fait ailleurs. J'ai aidé d'autres pays à se développer, à sortir du sous-développement. J'ai aidé la République du Sénégal, et d'ailleurs le plan lui-même, il est préfacé par le président Abdoul Diouf, qui m'a vu à l'œuvre dans son pays pendant qu'il était président du Sénégal. J'ai conseillé au gouvernement sénégalais, par exemple, ce qu'il fallait faire pour que le Sénégal puisse retrouver la crédibilité financière qu'il avait perdue parce qu'il ne remboursait pas ses dettes par rapport à la communauté internationale. Nous avons fait un plan de désendettement, on a éliminé l'endettement extérieur, nous avons conseillé au gouvernement du Sénégal de pouvoir obtenir des notations auprès des agences de notation telles que Standard & Poor's, S&P et Fitch. Et progressivement, ils se sont améliorés, ils ont amélioré leur crédibilité financière. Aujourd'hui, le Sénégal est capable de mettre des emprunts obligataires, de lever des ressources sur les marchés, d'utiliser ces ressources pour financer des grandes infrastructures. Vous avez appris tout récemment qu'ils ont construit un aéroport moderne qui est comparable aux aéroports dans le monde occidental ou bien en Asie. Cet aéroport a été construit en utilisant la technique que je vous propose. C'est-à-dire, ils ont émis un emprunt obligataire, ils ont levé des ressources, ils ont construit l'aéroport, et maintenant les avions qui viennent, qui passent par là, payent les frais d'utilisation de l'aéroport. Cet argent est utilisé, mis dans un compte escroc. À la fin de chaque mois, on utilise cet argent pour rembourser la dette. On a utilisé cette technique pour d'autres infrastructures aussi, notamment la construction donc, des autoroutes et des routes modernes au Sénégal. Donc le Sénégal moderne que vous voyez aujourd'hui, il a été modernisé grâce à des techniques que moi, personnellement, j'ai conseillées au gouvernement du Sénégal. Je peux donner notre exemple. Les îles du Cap-Vert, je vous ai dit tout à l'heure que le PIB par habitant est passé de 170 à 7 000 $ en l'espace donc de 20 ans. C'est aussi le fruit de mon travail. Donc j'ai de l'expérience de l'avoir fait ailleurs. Le plan que je propose au peuple congolais, le plan Marshall, est basé sur une expérience bâtie sur 85 pays différents, où j'ai été impliqué, où j'ai vu les résultats, où nous sommes partis donc du groupe des pays très faibles pour devenir pays émergents à l'espace d'une certaine période donc de temps. Si je l'ai fait ailleurs avec succès, je le ferai même très bien avec beaucoup de succès dans mon propre pays. Vous avez déjà vu tous les partis politiques déjà depuis que je suis arrivé ici. J'entends qu'ils annoncent tous des projets de société chiffrés en des milliards. Regardez la différence entre 2011, les élections de 2011 et 2006, et les élections de 2018. En 2011, personne ne partait des milliards. Personne ne parlait donc de projets de société. L'effet Noël Tchani est là, est visible. Tout le monde parle aujourd'hui des budgets, des projets de société chiffrés en des milliards. C'est une très bonne évolution et je suis fier d'avoir contribué à élever le débat à ce niveau-là. Maintenant, quelle est la différence entre ces partis politiques
et aujourd'hui le projet de société ou la vision de développement que je propose. Le problème, c'est que la plupart des partis politiques dirigés par nos compatriotes, ce sont des politiciens purement et simplement. Ce ne sont pas des praticiens du développement. Donc il y a certaines choses qui leur échappent. Ils présentent des projets de société pour 5 ans et moi je présente une vision de développement. Il y a une différence entre un projet de société et une vision de développement. La vision de développement que je propose, c'est que j'ai pris le diagnostic de la situation du pays maintenant et je me dis, si nous sommes très pauvres, nous sommes sous-développés avec tout le monde au chômage. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Nous voulons développer la RDC, qu'elle parte du groupe des pays très pauvres pour devenir pays émergent. C'est le premier point de départ. Pour le faire, qu'est-ce que ça prendra? Je détaillais donc les différents piliers du plan Marshall. Et ça prendra combien de temps? J'ai estimé que ce temps-là sera de 15 ans. Maintenant, une fois que nous avons le temps de 15 ans, ça prendra combien de ressources? J'ai déterminé qu'il nous faudra 800 milliards de dollars pendant 15 ans. C'est très différent de tous les petits projets de société qui sont présentés par les partis politiques. Pourquoi? Parce que nous voulons régler un problème et pas faire des réformes cosmétiques. Les réformes qui sont proposées par beaucoup de partis politiques, ça va laisser le problème non résolu. Je voudrais régler le problème, lequel? Sortir le Congo du sous-développement pour qu'il devienne pays émergent, créer des emplois pour tout le monde, construire des infrastructures, lancer une économie qui tourne normalement, c'est-à-dire industrialiser le pays, doter le Congo d'une monnaie nationale crédible, parce que le franc congolais aujourd'hui ne vaut rien, et développer les ressources humaines, c'est-à-dire investir dans l'éducation, la santé, pour qu'on ait donc une population de qualité capable de pouvoir soutenir le développement. C'est ça la différence entre ce que je propose comme vision de développement et les projets les projets de société présentés par tous les autres partis politiques. Il faut que le leadership politique soit à la hauteur des ambitions de développement du pays. Deuxième élément, il faut que le leadership politique soit à même de pouvoir mobiliser tout le peuple congolais à se rallier derrière cette vision de développement, qu'on comprenne pourquoi le gouvernement travaille et ce qu'on essaie donc de réaliser. Et une fois que nous avons fait ça, nous allons mobiliser les ressources humaines. Et les ressources humaines, on va les mobiliser parmi les Congolais de l'intérieur. Ceux qui n'ont pas de formation, on va les former sur le tas. Et on va aussi mobiliser ces ressources humaines à travers les Congolais de la diaspora que nous voudrions donc attirer à revenir en République démocratique du Congo pour participer aux efforts de développement du pays. Et je voudrais ici souligner un problème important. La diaspora congolaise est un réservoir des ressources humaines de qualité. Nous avons une population totale de 87 millions d'habitants, dont 8 millions se trouvent dans la diaspora. Je suis déçu que le débat aujourd'hui voudrait exclure ces Congolais qui sont à l'extérieur, qu'on considère comme des étrangers. Ce sont des Congolais. Tout celui qui a été né dans ce pays ou qui est né des parents congolais, il est Congolais tout court. Qu'il soit en France, qu'il soit aux États-Unis, qu'il vive n'importe où, qu'il ait pris des nationalités, même une centaine de nationalités, nous, en tant que Congolais, nous devons nous en foutre. Il doit revenir ici comme Congolais quand il le veut, parce que même là où il se trouve, quand il travaille, il gagne son argent, il envoie aux parents qui sont ici. Et quand il a l'occasion d'investir, on souhaiterait les attirer pour qu'ils viennent investir ici. Je vous donne des exemples des pays tels que le Cap-Vert ou bien l'Éthiopie. Allez là-bas, vous allez voir combien les Éthiopiens de la diaspora ou bien les Cap-Verdiens de la diaspora investissent dans leur propre pays. Donc, n'excluons pas une portion de notre population, et surtout 8 millions d'habitants. Nous devons les attirer pour qu'ils puissent contribuer, comme les autres Congolais de l'intérieur, qu'ils se mélangent aux Congolais de l'intérieur pour créer cette base de ressources humaines, des qualités dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan Marshall que je propose. Tout pays, pour se développer, a besoin d'une population de qualité. Et nous avons le devoir, non seulement d'entretenir notre population à travers le système de santé de qualité, mais surtout d'éduquer notre population à travers un système éducatif de qualité. Pour entretenir la population dans le domaine de la santé, je propose que nous puissions réhabiliter les hôpitaux existants parce qu'ils sont dans un état de délabrement total. Allez voir par exemple les cliniques de Kinshasa, cliniques quinoises qui sont derrière le Grand Hôtel. Vous allez trouver que cet hôpital se trouve dans un état critique. Et c'est un hôpital qui se trouve à quelques mètres simplement du palais présidentiel. C'est-à-dire que quand le président de la République tombe malade, à midi, s'il tombe par terre et on a besoin de l'amener en urgence, c'est là qu'on va l'amener. Et si cet hôpital se trouve dans un état, imaginez dans quel état se trouve un hôpital à Kindu Maniema, un hôpital à Butembo, à Bunia, ainsi de suite. Nous devons réhabiliter le secteur de la santé en reconstruisant des hôpitaux que nous avons hérités pendant très longtemps et qui n'ont pas été entretenus, en les mettant à jour et en construisant de nouveaux hôpitaux parce que nous devons avoir un certain ratio. Par exemple, pour chaque 1 million d'habitants, on doit avoir un hôpital long ou bien une clinique spécialisée dans le quartier. Au-delà de cela,
comme je vous ai dit, on doit pouvoir maintenir donc nos médecins et nos infirmières à niveau en organisant des programmes de formation continue pour qu'ils puissent régulièrement se mettre donc à jour. Au-delà de cela aussi, je souhaiterais que l'école de médecine, les écoles de médecine à travers le pays, puissent former des étudiants de qualité à qui on doit donner des bourses, qu'on doit donner donc tous les équipements qu'il faut pour qu'ils apprennent réellement ce qu'ils doivent faire dans le domaine professionnel. Et enfin, le salaire minimum garanti que je propose va s'appliquer aux médecins, va s'appliquer aux infirmières. Ce système va permettre de retenir donc les hommes et les femmes de qualité. Pourquoi? Parce que nos universités forment des gens, des médecins, et une fois qu'ils ont terminé, à la première tentative, quand on leur offre du travail donc en Afrique du Sud, au Botswana, en Zambie ou bien dans d'autres pays, ils partent purement et simplement parce qu'ils seraient mieux traités là-bas, mieux payés là-bas qu'en République démocratique du Congo. Donc, ce système nous permettra de pouvoir entretenir notre population pour qu'elle soit bien prête à pouvoir contribuer au développement du pays. Et enfin, il y a une troisième composante qui entre dans l'entretien de la population, c'est l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas concevoir un médecin ou un enseignant qui va au travail, qui revient à la maison et qui n'est pas en mesure de manger donc à sa faim. Nous devons développer l'agriculture, mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche parce que nous avons suffisamment donc de terrains fertiles donc pour ce faire. Et ça nous permettra donc de produire tout ce dont on a besoin pour nourrir notre population, mais aussi pour être en mesure d'exporter vers d'autres pays africains et à travers le monde. Je pars du constat que la femme congolaise représente 53% de la population totale. Donc, les femmes sont en majorité par rapport aux hommes dans ce pays. Mais leur contribution au développement est assez réduite parce que d'abord, on ne leur a pas donné beaucoup d'opportunités. Dans le plan Marshall de Noël Tchane pour la reconstruction de la RDC, le point de départ pour aider les femmes, ce serait l'éducation. En rendant l'éducation primaire obligatoire et gratuite, on la rend obligatoire et gratuite, non pas simplement pour les garçons, mais aussi pour les filles. Donc tout le monde doit pouvoir bénéficier de cela, et en particulier les femmes. Ça, c'est la première chose. Nous devons faire un effort pour que dans chaque bureau, dans chaque entreprise, qu'il y ait un certain pourcentage donc, de femmes qui seraient donc recrutées et qui vont travailler et qui vont franchir les étapes professionnelles pour arriver donc à monter jusqu'à devenir donc des chefs d'entreprise ou des ministres ou ainsi de suite. Donc ce système doit être voulu par le gouvernement, encouragé par le gouvernement et soutenu par le gouvernement. Aussi dans le domaine entrepreneurial, je souhaiterais que nous puissions, à travers des programmes du gouvernement, aider de l'assistance aux femmes, par exemple, pour créer des petites et moyennes entreprises, ou des femmes qui ont déjà donc des entreprises, qu'on leur donne donc des formations sur le terrain, des formations professionnelles, des formations au niveau des managers, pour qu'elles sachent comment il faut gérer les entreprises, qu'il faut tenir la comptabilité, ainsi de suite. Tout cela peut être organisé et va être organisé dans le cadre de ce plan, avec l'assistance du gouvernement. L'opposition congolaise s'est battue depuis très longtemps pour arriver à obtenir de la part d'un gouvernement hostile un certain nombre de droits, notamment la tenue des élections. Si l'opposition ne s'était pas battue dans les rues au prix du sang de certains de nos compatriotes, je ne suis pas certain qu'on aurait la date du 23 décembre comme la date des élections aujourd'hui. C'est une date qui est déjà dépassée parce qu'on était supposé avoir ces élections donc au plus tard en 2016, mais l'opposition s'est battue pour obtenir donc ces droits-là. Donc il faudrait la saluer pour les efforts et sa contribution à la lutte pour que nous arrivions à respecter la Constitution. Cela étant, le fait que l'opposition se soit battue ne donne pas à qui que ce soit le monopole pour qu'il puisse prétendre dire qu'aucun autre Congolais ne peut arriver à être président de la République parce que, comme ils le disent dans mon cas, vous étiez à Washington, vous mangez des beefsteaks quand nous on se battait ici. Je voudrais dire à mes compatriotes que chacun de nous peut être utile au pays dans des domaines de son expertise. Mon expertise à moi, c'est quoi? Mon expertise, c'est par exemple la politique monétaire, c'est par exemple l'économie, c'est par exemple les finances. J'ai été appelé dans mon pays, il y a quelques années, pour contribuer à mettre en place une monnaie nationale crédible. Je suis l'une des personnes qui avait co-présidé la commission de réforme de la monnaie au sein de la Banque centrale, à la demande du président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le franc congolais, c'est mon bébé. Le franc congolais a été conçu par moi et d'autres compatriotes ensemble. Et dans cet exercice-là, je suis la personne qui avait convaincu le président de la République à ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. C'était une lutte acharnée. Il fallait confronter le président, lui expliquer pourquoi. Et tout le monde avait peur donc de pouvoir donc lui dire la vérité. Je l'avais convaincu, c'est comme ça que nous avons aujourd'hui le franc congolais qui n'a pas la photo ni de Mouzé, ni de son fils,
qui est au pouvoir actuellement. Et je pense que ceci est une tradition qui a été introduite au Congo. Aucun autre chef d'État ne viendra en arrière pour imposer sa photo sur les billets de banque parce que ça va paraître très mauvais. C'est une réalisation que j'ai faite et je considère que le peuple congolais puisse, je ne dis pas être reconnaissant, savoir que c'est ma façon de pouvoir contribuer au développement de mon pays. Donc, sans pouvoir être ici pour faire la lutte dans les rues, je l'ai fait différemment en utilisant mon intellect. Mais au-delà de cela aussi, j'ai fait plusieurs choses quand je suis à Washington. C'est-à-dire que quand on arrête un opposant ici, le Martin Fayoul, c'est un exemple concret. Il est arrêté, on l'a détenu au cachot, un parlementaire. Noël Tchani prend le téléphone, appelle le département d'État, appelle la Maison-Blanche, appelle les Nations Unies, appelle le gouvernement en France, en Belgique et consorts, en disant ce n'est pas acceptable qu'un parlementaire, avec humilité parlementaire, soit humilié, arrêté et détenu dans des conditions comme ça. Faisons tout pour qu'il sorte. Le jour suivant, on me dit le Martin Fayoul est sorti. Je suis intervenu plusieurs fois. Les militants de la Lucha, les militants de Filimbi qui sont arrêtés, souvent je suis intervenu pour qu'on puisse les libérer et non pas simplement intervenir au niveau de la communauté internationale. Il m'est arrivé plusieurs fois, vous pouvez vérifier, d'envoyer des tweets en copiant la présidence de la République en demandant qu'on puisse libérer telle personne ou qu'on agisse donc dans un certain sens. Un exemple concret que j'avais fait aussi, que je voudrais que les Congolais puissent savoir, qu'en étant à Washington, on peut avoir beaucoup d'impact sur ce qui se passe au Congo. Lorsque le corps de Rossi Chimanga était détenu et qui n'était pas enterré, j'ai dû émettre un communiqué, un tweet, en copiant la présidence de la République, en copiant certains ministres, en disant qu'est-ce que la RDC gagne en gardant le corps d'un de nos compatriotes qui est mort dans des conditions bizarres, tué par les balles, et on garde son corps, on ne veut plus remettre à sa famille. Quel est cet avantage que la RDC gagne en faisant ça? J'ai recommandé, remettez le corps à cette famille, qu'on puisse l'enterrer avec dignité. Devinez quoi? Deux jours plus tard, le corps de Rossi Chimanga a été remis à sa famille. Ça, c'est le genre de choses que j'ai fait à partir de Washington, sans faire beaucoup de bruit, mais qui contribue aussi à la lutte que mènent les opposants politiques à l'intérieur du pays. Donc, ma conclusion sur ce point-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse penser que la lutte pour l'obtention de nos droits constitutionnels est réservée à un individu ou deux. Nous avons tous contribué à cela. Je voudrais aussi vous donner un autre exemple. Très jeune en tant qu'étudiant, en 1980-81, avant que l'UDPS ne soit créé, ils avaient écrit les 13 parlementaires, une lettre adressée au président de la République, la lettre ouverte au président de la République. Ils m'ont donné cette lettre-là, dans la maison de M. Ngalula Mpandangila, située au 8 Allée Verte, en Binza, ma campagne. Il m'a remis cette lettre dans une enveloppe kaki, fermée, et il m'a dit, prenez cette lettre, allez en Belgique, remettez à telle personne, à telle personne. J'ai remis cette lettre à main propre à Corneille Moulumba à Liège. Et Corneille Moulumba m'a invité à conduire avec lui dans sa voiture Mitsubishi Datsun 210 de couleur rougeâtre. Nous avons conduit de Liège pour aller à Bruxelles pour remettre cette lettre à main propre à la presse et en particulier à Colette Brackman. Au moment où on arrêtait donc les parlementaires ici, l'histoire explosait au grand jour et la lettre était déjà sortie. On ne pouvait plus empêcher qu'elle soit dans les mains donc de la presse. C'est une contribution à la lutte dans mon pays. Nous allons développer la RDC dans toutes les provinces de la même façon en créant les mêmes conditions de vie à Kindu Maniema, au Bas-Congo, à Ngandajika, à Isiro, à Bunia. C'est-à-dire que nous allons faire ce que nos pères de l'indépendance avaient appelé dans notre hymne national en disant bâtir un pays plus beau qu'avant, mais moi j'ajoute où il fait bon vivre partout.